Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. Philippe David. Et aujourd'hui, nous recevons Yves Bourdillon, journaliste aux Échos. Alors cette fois, on va pas parler d'économie, mais plutôt de son roman d'anticipation Jamais de guerre civile le mardi. Et on est mercredi, donc il a bravé les interdits. On peut. Donc Yves Bourdillon, bonjour. Vous êtes journaliste aux Échos depuis 25 ans. Alors ce livre, c'est un roman. Jamais de guerre civile le mardi. C'est publié chez Millingham. Tout d'abord, votre livre, c'est le troisième d'un triptyque. Oui. Il y avait eu un éléphant, ça trompe énormément et nous irons tous au paradis. On en parlait, là c'était un biptyque. Oui. Pouvez-vous nous parler de ce triptyque ? Eh bien, tout simplement, j'ai écrit un roman qui a été publié par Anne Carrière en 2012, qui s'appelait Du trapèze au-dessus des piranhas, et qui racontait comment quelqu'un qui se mettait à son compte devait surmonter des obstacles bureaucratiques, juridiques, fiscaux, très typiques de notre pays. Et puis, il y a eu... Non, la bureaucratie française, c'est une vue de l'esprit. Oui, voilà, absolument. Et puis, 4 ans plus tard, la suite, avec les mêmes protagonistes, dont le narrateur qui me ressemble un peu, le Fred Beaumont, un journaliste, qui devait couvrir des événements assez prémonitoires vis-à-vis des Gilets jaunes, c'est-à-dire le roman paru aux éditions Le Rocher s'appelait « Souriez, vous êtes ruinés » et imaginez la faillite de notre système à base de ce que j'aime bien une citation de Margaret Thatcher, alors là, la moitié de nos éditeurs viennent de disparaître, qui dit souvent, le problème avec la social-démocratie, c'est qu'il y a fatalement un moment où on en vient à manquer de l'argent des autres. Voilà, donc c'était assez là-dessus. Et puis la suite, puisque Le Rocher n'a pas voulu me suivre sur cette aventure, donc c'est de l'auto-édition, les éditions Milligan, c'est moi, auto-édition numérique, donc disponible sur lafnac.com, Amazon, etc. Oui. Il est disponible dans toutes les bonnes librairies qui peuvent le commander, de toute façon, par les logiciels de commande des libraires. Voilà, donc impression à la commande ou en téléchargement. C'est Jamais de guerre civile le mardi, où j'imagine que la montée des tensions communautaires d'une contre-société islamiste conduit dans quelques années à de graves problèmes. Alors justement, ce coup-ci, c'est extraordinaire dans le pays de Voltaire et de la liberté d'expression. 19 éditeurs ont refusé votre livre. Oui. Ça fait quand même beaucoup. En plus, vous avez déjà écrit des bouquins qui ont pas mal marché. Donc, vous avez pignon sur rue, vous êtes journaliste aux Échos. Au pays de Voltaire, 19 éditeurs qui refusent un manuscrit. Pourtant, c'est pas un manuscrit qui énonce des horreurs, c'est un roman. Oui, absolument. C'est pas un brûlot. Simplement, il faut croire que le sujet... C'est pas un pamphlet, c'est pas un brûlot. Non, c'est simplement le sujet est très effarouchant, on va dire, puisque alors ils m'ont pas donné d'explication. Ils ont aussi le droit d'ailleurs de le trouver mauvais intrinsèquement. Hein. Je suis pas Flaubert non plus, donc. Mais c'est pas le but. Hein. Mais je pense que sur les 19, oui, il y en a beaucoup qui ont eu peur. Alors justement, pourquoi ce titre ? Je le montre. Jamais de guerre civile le mardi. Comme l'a dit Augustin, c'est évidemment pour ça que vous êtes venu un mercredi. Alors, il y a un petit clin d'œil vis-à-vis de Kafka qui avait écrit dans son journal de bord en août 14, ce matin, l'Allemagne a déclaré la guerre à la Russie, cet après-midi, piscine. Oui, parce qu'il y a beaucoup de second degré dedans. Voilà, donc c'est un roman qui d'ailleurs se veut être une comédie. Alors pour rire sur le risque de guerre civile, c'est un peu gonflé, mais en même temps l'humour justement a tendance à rire de choses graves. Et donc c'est une allusion à cette phrase de Kafka. Et puis alors je cherchais un jour pourquoi le mardi. Le mardi c'est Mars, le dieu de la guerre, donc j'ai choisi le mardi. D'accord. Voilà. Okay. Et ça montre effectivement un traitement un petit peu ironique. Alors il y a beaucoup d'ironie justement. Votre livre se passe en France vers 2025 et là on va passer de Kafka à un auteur d'un autre style mais amusant, Michel Audiard, dans une France, je vous cite, éparpillée façon puzzle. Ça rappelle les Tontons Flingueurs, le film culte. Oui, absolument. Je suis avec très Lino admiratif. Ventura, Francis Blanche, voilà. Jean Lefebvre, etc. Je suis très admiratif de la gouaille et de la verve de Michel Audiard, et donc j'adore aussi les dialogues. Donc j'ai mis beaucoup de dialogues qui se veulent être écrits dans un style assez enlevé. Et effectivement, le style est enlevé, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Oui, merci. Disons que mes grands maîtres d'inspiration depuis tout petit, c'est Molière, c'est Goscinny, c'est Pagnol, pour citer les Français, ou alors le cinéma que vous venez de citer, Père Noël est une ordure aussi, je ne peux pas m'en empêcher. Et puis j'ai aussi beaucoup d'influence du côté des auteurs britanniques moins connus en France, comme Evelyn Waugh, ou P.G. Wodehouse, ou Jérôme K. Jérôme, qui sont des très grands maîtres. Jérôme K. Jérôme, oui. Voilà. Ah oui. Alors justement, dans cette France, elle est coupée en 4, même en 5. Il y a les progressistes, il y a les identitaires, il y a les communautaristes, et il y a les gens ordinaires qui sont perdus au milieu. C'est cela, oui. C'est ça, la France éparpillée façon puzzle, comme dirait Audiard.
Oui, il y a d'ailleurs une galerie d'une huitaine de personnages qui représentent un peu tous ces groupes sociaux. C'est ça, on va faire le point des personnages un peu plus tard. Oui, voilà, donc ils sont chacun est représenté par un personnage du roman alors il y a les progressistes qui disent qu'un monde sans frontières et avec immigration massive c'est une chose merveilleuse. Il y a d'autres personnages qui sont identitaires, etc. Donc effectivement le pays est divisé en 4-5 catégories comme ici. J'y fais allusion d'ailleurs au début, puisque dans l'islam, puisqu'on parle d'un projet de conquête d'islamistes, alors au passage, je m'autorise 10 secondes de pédantisme sémantique en faisant bien le distinguo entre musulman qui a une foi religieuse personnelle et qui enquiquine personne, et islamistes qui ont un projet politique de conquête au nom du Coran, comme d'ailleurs il y a eu des projets politiques au nom de la religion en Europe pendant des siècles, avec guerre civile à l'appui. On a connu nos guerres de religion en Europe entre catholiques et protestants. Hein, on a connu la Saint-Barthélemy, on a connu, pour finir, la dernière, je crois que c'est en 1702 qu'elle s'est terminée, c'était la guerre des Camisards. Voilà, donc on connaît bien. Et ce sont pour les islamistes, il y a le monde de l'islam, il y a le monde de la conquête et le monde de la trêve. Et donc j'imagine que le pays est divisé entre le Dar n'importe Nawak, le Dar al-Normal, Dar ça veut dire le pays, le domaine. Voilà. Donc le pays est divisé en ces trois territoires. Est-ce que vous auriez pu choisir une autre catégorie de personnages en plus de ces 4 catégories ? On peut affiner, mais j'ai pas eu l'idée. Je pense que ça se structure assez bien sur ces catégories-là, effectivement. Et est-ce que, à votre avis, la société française, comme c'est un roman d'anticipation, mais il y a des choses, on va y revenir tout à l'heure, qui ont déjà eu lieu dans votre roman. Est-ce que quelque part, cette France-là que vous décrivez, c'est pas déjà la France du 23 décembre 2020 ? Un petit peu, puisque alors il y a quelque chose d'amusant, enfin amusant entre guillemets, c'est que quand j'ai commencé à écrire ce roman il y a 3 ans à peu près, j'ai imaginé que les 10 petits nègres, le titre devait être changé pour dire les 10 petits racisés. Et j'ai appris récemment que... Ça va arriver il y a quelques mois, oui. Voilà. Donc du coup, la réalité m'a rattrapé sur certains aspects. Et puis aussi sur certains éléments que j'ai mis au début quand je décris le décor. Je parle du fait que tous les week-ends, il y a certaines banlieues qui veulent remporter le concours du caillassage de pompiers et de flics. Bon, bah ça aussi, ça existe. Ça existe depuis pas mal d'années. Hein. On va en parler après la pause, mais il y a déjà des quartiers, ça fait 20 ans que ça dure, où la police ou ne se rend qu'à contre-cœur. Ou alors les pompiers arrivent sous protection policière, sinon ils n'y rentrent plus. Et c'est d'ailleurs un élément que je mets dans le roman, puisque le protagoniste a sa fille qui veut jouer les pompiers dans ces quartiers-là. Mais ça, allez-y. Voilà. Et il y a un autre élément, les attentats. Alors du coup, je veux pas faire trop dans le gore. Donc au début, je dis juste que la Tour Eiffel penche un peu, puisqu'il y a un camion fou. On ne dénoncera jamais assez la fragilité psychologique des camions qui l'a percuté et qui l'a fait pencher. Absolument, vous êtes bien sur Sud Radio. Eh bien écoutez, c'est un sujet qui va vous faire réagir puisqu'on parle d'une France plutôt apocalyptique et séparée surtout, on parle beaucoup de... Non mais c'est écrit avec de l'humour. Hein. Ah bah bien sûr. C'est un roman et c'est écrit avec de l'humour. Alors vous nous appelez au 0826 300 300, vous donnera la parole à partir de 13h15 et puis on poursuit cet entretien juste après les informations. À tout de suite. Philippe David. Et avant de reprendre l'interview d'Yves Bourdillon, c'est une nouvelle qui est tombée pendant le journal. Vivement vraiment que 2020 se termine, puisqu'on a appris le décès d'une chanteuse très populaire, la chanteuse israélienne Rika Zaraï. Elle avait 82 ans et elle vient de nous quitter. Il y a quand même eu plusieurs tubes de Rika Zaraï, mais il y en a un qui passe dans tous les mariages, les communions, les bar mitzvahs, les soirées, etc. Tiens, on en écoute un bout avec Lucille. Rika Zaraï qui vient de nous quitter à 82 ans, le lendemain de Claude Brasseur. Vraiment, cette année 2020, on a hâte qu'elle se termine, messieurs. Hein. Absolument, déjà avec le Covid, on a extrêmement hâte qu'elle se termine, en espérant que 2021, a priori, ne peut pas être pire. Donc, voilà, faut jamais dire que le 2021 peut pas être pire que 2020. En tout cas, on ne se souhaitera pas une bonne année vu que ça porte malheur. Absolument, vraiment triste nouvelle. Paix à son âme, on a une pensée pour elle et pour sa famille. C'est une chanteuse très populaire en France et dans pas mal de pays d'ailleurs. Et on peut être certain que
Ce soir, nous irons danser sans chemise, sans pantalon, continuera à nous faire danser et rire quand on pourra recommencer à avoir une vie normale. Alors, avec chemise et avec pantalon, mais sans filtre, on continue l'interview. On regarde la chemise et le pantalon parce qu'on est en Facebook. Là, avec Yves Bourdillon, journaliste aux Échos depuis 25 ans pour son roman Jamais de guerre civile le mardi. Et donc, il est auto-édité. Vous pouvez le trouver sur Internet. Alors, justement, je voudrais vous poser une question. En marge de votre livre, vous êtes journaliste aux Échos depuis 25 ans. Vous allez régulièrement au Proche-Orient, en Russie, en Afrique. Comment, quand vous allez au Proche-Orient, on vit la situation communautariste qu'il y a en France? Est-ce que les gens en parlent quand vous parlez avec eux? Comment est-ce qu'ils réagissent à ça? Ils en parlent assez peu, ils ont leurs propres problèmes. Quand ils en parlent, ils sont assez facilement critiques parce qu'ils croient que la laïcité à la française, d'abord ils confondent ça avec l'athéisme bien souvent. Et donc, il n'y a pas que les anglo-saxons confondent aussi. Oui, oui, il y a pas mal de monde, donc c'est vrai que c'est assez compliqué de leur expliquer. Déjà, ce sont des régions extrêmement pieuses, ou en tout cas qui l'affichent, donc défendre l'athéisme pour eux, c'est inconcevable. Enfin, j'ai rencontré des Égyptiens qui me disaient mais il faut croire en Dieu, ce n'est pas possible autrement. Et donc, ils sont assez critiques et d'ailleurs les leaders, on le voit actuellement avec le président turc ou les dirigeants des universités islamiques en Égypte sont très critiques et font monter un peu la sauce contre la France assez facilement. Alors justement, on revient à votre roman Jamais de guerre civile le mardi. C'est publié chez Millingham, je le remontre pour la caméra. Là, vous n'êtes pas dans l'anticipation, mais vous êtes déjà dans la réalité depuis plus de 20 ans. Le pays, on le dit, vit une véritable partition avec un quartier où ni police ni pompiers ne rentrent plus. Et le surnom de ce quartier, c'est Kaboul. Oui, et alors il y a deux quartiers, il y a Mogadiscio où on peut aller, mais où on sent quand même une ambiance déjà différente. Mais Kaboul, là, on peut pas trop. Donc le narrateur, Fred Beaumont, qui doit claquer 2 scoops, puisqu'il travaille pour un journal qui s'appelle La Ligne, en hommage à Albert Londres, qui disait la seule ligne éditoriale que je connais, c'est celle du chemin de fer. Et donc, et il doit aller claquer un scoop en interviewant un prédicateur islamiste qui parle beau, qui fait croire que tout va bien se passer, mais qui essaie quand même de monter une contre-société à l'intérieur du pays, et il doit absolument l'interviewer. Il est là en clandestinité, et puis il a un autre scoop à faire en dehors de ce quartier où il se rend. Il a besoin d'un fixeur. Donc, ça, son ami Redouane, qui va l'accompagner, qui est un entrepreneur qui a ses entrées. Justement, on va parler de Redouane aussi, parce que c'est un des héros du livre. Alors donc, le narrateur est un journaliste, s'appelle Fred, et il veut notamment parler, et là, on traverse l'Atlantique, des fameux accommodements raisonnables chers à un certain Justin Trudeau. Oui, c'est un petit clin d'œil ironique vis-à-vis de cette conception-là au Canada, et le gouvernement, pour essayer d'éviter que la tension monte trop, est en train de préparer un plan de vivre ensemble, aménagé, renouvelé, et qui d'ailleurs a des aspects tellement caricaturaux que certains le surnomment le plan Gorafi. Sachant qu'il faut le rappeler. Ça c'est très drôle, le plan Gorafi. Quand vous avez écrit ce livre, pendant que vous avez écrit ce livre, il y a eu une polémique au Québec, je ne sais pas si vous vous souvenez, autour du mot haine dans les universités. Donc on voit bien que votre livre n'est pas que le pur produit de votre imagination et que certaines de vos anticipations sont basées quand même sur des faits et des prémices bien établies. Oui, et puis j'ai quand même pas mal enquêté, ne serait-ce que d'abord c'est mon métier d'enquêter sur la montée de l'islamisme, le projet des frères musulmans, le projet de Daesh, on peut en reparler avec un plan d'entrisme et de victimisation en Occident pour déstabiliser cette région. Donc oui, j'ai enquêté sur tout un tas d'aspects dans ce genre de choses. Et notamment sur la hausse de l'insécurité. Il y a une enquête d'ailleurs dans le Figaro qui est parue hier. Il y a une vraie hausse de l'insécurité. Vous voulez dire en France ? En France, oui. Oui, il y a des chiffres qui sont quand même pas bons depuis des années. Je crois que à part les meurtres. Donc, oui. Mais pour le reste, oui, il y a quand même une hausse assez redoutable des incivilités déjà, et puis des délits, etc. Mais bon, c'est un autre problème qui n'est pas uniquement lié à ce dont nous parlons aujourd'hui. Alors absolument. Justement, on voit les fractures, notamment entre Bob et Scarlett. C'est-à-dire, c'est un terme dont j'ai horreur, les deux souches, comme on dit aujourd'hui. Comment est-ce que vous expliquez ces fractures ? Pouvez-nous décrire Bob et Scarlett, ces deux des héros du livre ? Alors, Fred Beaumont doit faire équipe avec 2 journalistes, l'un qui s'appelle Bob Baroud et qui est un reporter. Oui, moi ça m'a fait penser à Bob Denard.
Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi vous avez choisi ce nom-là? Non, parce que c'est ironique. J'ai des copains reporters qui, quand on parle d'un baroudeur, ils disent bon, ben, Bob Baroud fait ceci. Et donc, alors lui, il a l'impression qu'on lui a fait un pays dans le dos à cause de l'immigration. Il a viré, on va dire, à l'extrême droite. Il ne reconnaît plus son pays à cause de tout ce qui se passe. Et puis, l'autre collègue, elle, Scarlett, surnommée ainsi parce qu'elle a en hommage à une actrice hollywoodienne. Scarlett O'Hara. Non, Johansson. Donc, j'ai essayé de faire de l'humour, excusez-moi. Non, mais je voulais revenir au présent. M'inspire moins. Non, parce que ça parlait de Autant on emporte le vent. C'est pour ça qu'il a été retouché comme le roman. Voilà. Je l'avais oublié. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc, elle, c'est la progressiste qui, à partir un petit peu de culpabilité postcoloniale, de narcissisme, je ris de me voir si cool dans ce miroir, est totalement à l'opposé. Et donc, Fred Beaumont, lui, il est un peu entre les deux et il doit faire équipe avec ces deux personnages qui passent leur temps à s'engueuler. D'accord. Alors justement, on voit la fracture chez les... Je mets 3000 guillemets de souche parce que j'aborde ce terme. Et il y a aussi la fracture chez ceux, comme on dit, issus de l'immigration entre Sofiane Benkiran, prédicateur justement dans le quartier qui s'appelle Kaboul, c'est pas Kaboul en Afghanistan, et son vieil ami Redouane. Lui, c'est un entrepreneur vraiment, on peut dire assimilé, plus qu'intégré, et notamment sa fille, qui elle, c'est la fille en survette, etc. Oui, alors, c'est-à-dire que lui, il a retiré sa fille du club de foot parce que justement, elle voulait, elle est en jupe et le survêt est obligatoire pour aller sur le terrain de foot. Voilà. Oui. Donc lui, il est totalement assimilé et il est aux antipodes de Sofiane Benkiran, qui est une espèce de Tariq Ramadan, on va dire, sur le plan des idées, et qui veut jouer un rôle clé dans la montée en puissance de l'islamisme en France. Et donc, ils sont aux antipodes. Je ne dis pas ce qui les oppose par ailleurs sur le plan des individualités, des destins, mais ils représentent les deux faces. Et on peut presque dire que ce sont les deux faces aussi de l'islam, c'est-à-dire que l'islam en tant que système juridico-politique a sa part de lumière et sa part d'ombre. On peut interpréter le Coran de manière totalement antagoniste. Il y a déjà l'interprétation de la Mecque et l'interprétation de Médine, si je ne m'abuse, qui ne sont pas du tout les mêmes. Exactement, avec une évolution de Mahomet entre ces deux villes. Et tout comme d'ailleurs les livres sacrés des autres religions ont aussi des interprétations qui peuvent être obscurantistes ou lumineuses. Ou libéral. Ou libéral, voilà. Donc, ces deux personnages représentent les deux faces antagonistes de l'islam et du Coran. Alors justement, il y a quelque temps, il y a un ancien ministre de l'Intérieur, maire de Lyon, qui s'appelait Gérard Collomb, qui avait dit « On ne vit plus côte à côte, on ne va plus vivre côte à côte, mais face à face. » Et quand je lis votre livre, j'ai l'impression que le face à face, c'est pas entre guillemets, les deux souches et ceux issus de l'immigration, c'est plus quelque part entre Bob, Sofiane et sa fille, et de l'autre côté, Scarlett et Sofiane, pardon. Bob, Redouane et sa fille, et face à eux, Scarlett et... Oui, les lignes de fracture sont à l'intérieur des à l'intérieur des communautés. Exactement, des deux types de gens où finalement on peut dire que d'ailleurs c'est un peu la cible réelle de mon roman. C'est moins les islamistes que leurs idiots utiles, intello progressistes, et qui sont symbolisés par cette Scarlett. Et donc la ligne de fracture représente aussi à l'intérieur de ces deux groupes de gens. En effet. Et est-ce que c'est pas la réalité de la France d'aujourd'hui? Parce que regardez, il y a des gens qui sont issus de l'immigration, qui sont d'origine, je sais pas, algérienne, sénégalaise, vietnamienne, ce que vous voulez, qui sont parfaitement, même pas intégrés, mais assimilés dans la société française. Et qui ne se ressentent pas du tout, qui disent oui d'accord, moi j'ai des origines algériennes, mais comme toi tu as des origines basques ou toi tu as des origines italiennes, quoi. Et est-ce que c'est pas vraiment ce que vous décrivez, c'est pas cet état d'esprit? Parce que je pense à des gens comme qu'on a par exemple dans Les Vraies Voix, comme Abdoulaye Kanté ou Stella Kamga, qui sont totalement assimilés en tant que Français, quoi. Évidemment, comme d'ailleurs notre pays a assimilé les vagues d'immigration pendant des siècles, mais il se trouve que là, certains d'entre eux viennent d'une civilisation qui est différentes, et donc certains ont pris nos codes et sont tout à fait... Et d'ailleurs, il faut souligner aussi que ces codes libéraux sont aussi en vigueur dans le monde arabo-musulman. C'est-à-dire, tout à l'heure, vous m'avez dit comment ils interprètent la société française. Il faut aussi rappeler que quand je vais en Égypte ou en Turquie, je rencontre des gens qui, eux, sont parfaitement laïcs et qui comprennent très bien notre système et qui ne supportent plus les barbus ou les islamistes aussi. D'accord. Voilà. Et juste une question, vous allez régulièrement en Turquie ?
aussi, parce qu'il y a quand même un truc en fond de votre livre, c'est la laïcité. La laïcité, elle a été instaurée il y a quasiment un siècle en Turquie par Mustafa Kemal, qu'on connaît également sous le nom d'Atatürk. On ne peut pas dire qu'Erdogan soit un grand fan de la laïcité. Je pense que dire ça, c'est pas lui faire injure. Donc, comment est-ce que les Turcs que vous rencontrez vivent ce recul de la laïcité qui a été la première dans un pays musulman? Ils le vivent assez mal, puisque surtout le Erdogan accompagne cela d'une concentration des pouvoirs. C'est-à-dire qu'ils vivent surtout un recul de la démocratie. Alors la société turque est compliquée, puisqu'il y a des gens assez courageux pour se battre. D'ailleurs, on voit qu'au dernier scrutin, Erdogan a été mis en difficulté. Il a même perdu 2 scrutins au municipal. Donc il y a une société qui lui fait face. Mais eux, ce qu'ils voient surtout, c'est qu'il a fait concentrer tous les pouvoirs entre ses mains par une réforme constitutionnelle. Et c'est sans équivalent au monde actuellement. Eh bien, merci Yves Bourdillon. On continue à parler avec nous. On continue à parler géopolitique. On continue à parler de la France aussi. La France peut être une guerre civile. Alors, est-ce que ça vous inquiète? Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour ce livre Jamais de guerre civile le mardi, auto-publié. C'est un roman. C'est un roman. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. Philippe David. Philippe David, ses auditeurs et ses invités. Et on file tout de suite au standard avec Alexandre qui nous appelle de la Drôme. Et je crois qu'il y a un sujet qui pourrait intéresser notre invité. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Ah oui, très bien. D'accord. Alors, écoutez, je suis plutôt jeune. Hein. J'aimerais bien que l'on m'explique comment une religion comme l'islam peut-elle être compatible avec la République française et la laïcité, puisque moi-même je me suis converti il y a à peu près 25 ans. Vous êtes converti, excusez-moi, à l'islam, d'accord. Par amour et par obligation, puisque une femme musulmane n'a pas le droit d'épouser un non-musulman. Donc, une conversion est obligatoire. Donc, ce n'était pas par conviction. Elle était marocaine, elle est marocaine. Et lors de cette conversion, ce qui m'a surpris au Maroc, j'ai été obligé à la fin de choisir un prénom musulman. Donc je rejoins quelque part Zemmour qui dit que le prénom est une signature en fait quelque part. Alors l'obligation de se convertir à l'islam pour un catholique, pour un Français, pour un Suisse, j'ai moi-même... Enfin, là c'est pas pour un Français, pour un Suisse, c'est pour un catholique, un protestant, un juif, un bouddhiste. Tout à fait, un catholique, un protestant, si vous voulez vraiment vivre avec cette femme, même vivre, hein, même sans l'épouser, hein, vous êtes obligé normalement de vous convertir. Il faut savoir que ma compagne, elle, quand j'ai rencontré, elle était en train de se convertir au christianisme, d'accord? Ah oui. Aujourd'hui, elle est musulmane, puisqu'on ne peut pas renier la religion musulmane, on ne peut pas être apostat. Catholique. Et ce qui est complètement faux, c'est qu'elle continue à faire le ramadan, alors qu'elle n'est pas obligée. Mais elle fait Noël aussi. Et vous faites fabuleux, hein. Et elle fait Noël aussi. Elle fait Noël aussi, bien sûr. Oui. Attendez, restez avec nous, Alexandre. Alexandre, restez avec nous. Je vais faire réagir Yves Bourdillon. Restez avec nous. Ce qu'on entend d'Alexandre de la Drôme, c'est quand même intéressant. Lui, pour épouser une femme, elle est en train de se convertir au christianisme. Quelque part, ils ont tous les deux religions. Ils font les fêtes religieuses. Ils font le Ramadan, ils font Noël, ils doivent faire Pâques, etc. Oui. Est-ce que ça, quelque part, c'est pas un problème important? C'est que dans ces cas-là, si on passe la religion au second plan, l'intégration ou même l'assimilation, elle se fait toute seule. Surtout, bon, à la limite, s'ils veulent fêter toutes les fêtes religieuses des deux religions... Par contre, ça va coûter cher. Hein. Oui, bon, c'est leur problème. Mais surtout, ce monsieur soulève un problème déjà de droit très intéressant. C'est que normalement, le droit international ne prévaut pas sur le droit français. C'est-à-dire que le droit français prévoit que vous n'êtes pas obligé de vous convertir pour épouser une musulmane. Donc, il y a déjà... En France. En France. Donc, mais je crois qu'effectivement, l'État français a signé des conventions
qui permettent peu ou prou au droit marocain, on va dire, dans ce cas-là, de s'imposer. Donc ça pose déjà un petit problème. Et puis il y a un autre souci, c'est qu'effectivement le Coran empêche une femme musulmane d'épouser un non-musulman, alors qu'un musulman peut épouser, comme l'a fait d'ailleurs Mahomet, des chrétiennes ou des juives. Donc il y a déjà une différence sur ce plan-là. Et puis comme elle est en train de se convertir au christianisme, elle est apostat, et ça c'est puni de mort normalement par le Coran. Et alors c'est là où on entre dans quelque chose qui est très intéressant, c'est que le Coran, finalement, comme je le fais dire à un des personnages de mon roman, il y a un nombre très très grand de manières de le lire. Mais grosso modo, il y a 3 manières de le lire. C'est soit on le lit d'une manière intégriste à la lettre, et donc dans ce cas-là, cette dame devrait être condamnée à mort, d'après certaines sourates. Soit on le lit en essayant de le situer dans son contexte historique, de dire que c'est une révélation au 7e siècle il faut se souvenir comment étaient les mentalités à l'époque, et comme ça heurte nos sensibilités modernes, notre humanisme, on va passer sous silence certaines sourates. Mais ça, ce n'est pas possible, puisque c'est la parole de Dieu révélée. Donc on ne peut pas dire la parole de Dieu, j'en oublie la moitié. Mais c'est pourtant ce que font certains musulmans, et c'est ce qui leur permet d'être finalement assez modernes. J'en connais par exemple parmi mes amis qui boivent de l'alcool et qui ça pose aucun problème. Voilà. Et puis alors il y a une troisième manière assez habile qui est de tenir compte du contexte, non pas historique, mais du contexte du texte lui-même. C'est-à-dire de dire l'apostasie certes est interdite, mais il faut tenir compte, il faut d'abord faire un procès, on ne peut pas comme ça condamner quelqu'un, et il y a des sourates plus libérales que d'autres, et qui permettent finalement de s'accommoder. Et c'est cette manière-là qui permet aussi d'avoir une lecture relativement moderne du Coran. Alexandre, vous dites que votre épouse est à la fois catholique et musulmane aujourd'hui. Vous étiez catholique au départ? Non, qui, elle? Non, elle était musulmane, elle était en train de se convertir au catholicisme, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Et vous étiez catholique au départ et vous êtes converti à l'islam pour l'épouser, c'est ça? Moi, j'étais pas pratiquant. Ma mère est très pratiquante. Moi, je suis plutôt athée, on va dire. Mais je me suis converti pour qu'elle ne soit pas répudiée au départ, alors qu'elle vient d'une famille soi-disant très modérée. Un frère a fait de hautes études en France, ainsi que ses filles. Elle était universitaire à l'époque, en Suisse, donc très ouverte, très tolérante, il n'y a pas aucun problème. Le problème, c'est que quand j'entends parler d'islam de France, c'est impossible. Il y a autant d'islam, il y a des obédiences entre guillemets très différentes. Donc créer un islam de France, c'est du grand n'importe quoi. Et en plus, tous ces musulmans qui sont... J'ai un de mes meilleurs amis en Suisse, qui est algérien, très pratiquant depuis plus de 30 ans. Il est marié avec une protestante depuis plus de 30 ans, pratiquante. Ils ont eu une fille, il y a environ 30 ans, qui a pu choisir de devenir protestante ou pas, ou musulmane, ou ce qu'elle voulait. Ça, c'est rarissime. C'est rarissime. Mais tous ces musulmans-là, soi-disant, entre guillemets, modérés ou très ouverts, sont considérés par une majorité de musulmans comme des mauvais musulmans. Alors donc à partir du moment où vous avez des musulmans dans un pays, en nombre déjà, ça devient une terre à conquérir. Alors justement, Alexandre, on va faire réagir dans quelques instants Yves Bourdillon, auteur de Jamais de guerre civile le mardi. On le fera réagir juste après cette courte pause, absolument, pour ce roman d'anticipation Jamais de guerre civile le mardi, auto-édité chez Millingham. Et vous nous appelez au 0826 300 300, vous l'avez vu, on vous donne la parole sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. Philippe David. Oui, vous êtes bien sur Sud Radio avec Yves Bourdillon, journaliste aux Échos depuis 25 ans pour son roman d'anticipation Jamais de guerre civile le mardi. Et puis il va vous répondre, Alexandre, vous avez notamment fait un témoignage assez intéressant sur votre conversion à l'islam. Alors, son conversion à l'islam et sa femme, ils ont tous les deux religions. Il y a une chose très intéressante avant qu'on revienne sur votre roman, Yves Bourdillon, qui a été dite par Alexandre de la Drôme. L'islam de France, alors là, on a la nouvelle loi, vous savez, contre les séparatismes, etc. On parle beaucoup de l'islam de France. Je me rappelle, je crois que c'est en 1808, on a émancipé les Juifs avec le grand Sanhédrin, c'était Napoléon Bonaparte. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose avec l'islam ? Normalement, mais sans oui. Napoléon Bonaparte, évidemment. Oui, on ne va pas le ressusciter, heureusement. Mais normalement, oui. D'ailleurs, c'est peu ou prou ce qui se pratique avec un très grand nombre. C'est-à-dire, je crois, effectivement, en 1808, c'était tout accordé aux Juifs en tant qu'individus et rien en tant que nation, à l'intérieur de la nation. Absolument. Donc, c'était une citation de Clermont-Tonnerre qui était mort sous la Révolution.
Ah ben voilà, j'apprends et c'est ça qu'il faut faire et qui se fait d'ailleurs, je crois. qui se pratique d'ailleurs. Alors maintenant, est-ce qu'il faut instaurer un islam de France, c'est-à-dire une structure bureaucratique de dialogue avec l'État? Je suis pas convaincu, mais en même temps, peut-être qu'il faut bien des interlocuteurs officiels agréés. Le problème étant que les différents les groupes musulmans peuvent-ils se mettre d'accord sur un qui les représenterait, puisqu'il y a forcément des rivalités entre le Maroc, l'Algérie, la Turquie, l'Arabie Saoudite. On l'a vu notamment avec le CFCM qui avait été fondé par Sarkozy. Voilà, c'est une expérience pas très heureuse. Pas très heureuse. Alors justement, ça nous permet de revenir sur votre livre, cette expérience de l'islam de France. On remercie Alexandre de la Drôme. Dans ce livre, il y a un autre des héros qui s'appelle Serge. Il est haut fonctionnaire, il est accommodant et pragmatique. Et moi, en lisant votre livre, je disais, sa règle de vie dans son ministère, c'est ne pas faire de vagues. Ça rappelle douloureusement le cas de Samuel Paty au mois d'octobre dernier. Oui, alors j'avais pas pensé à cela, mais effectivement, lui, sa règle de vie, il arrive à être à la fois pragmatique, naïf et cynique, ce qui est quand même... Pragmatique, naïf et cynique, ça fait beaucoup de choses à la fois. Oui, c'est-à-dire qu'il est pragmatique en disant, en gros, et ça on peut l'entendre lors d'une dispute avec le principal protagoniste, de dire finalement, on a fait venir les immigrés des pays musulmans pour faire le sale boulot que nos chères têtes blondes ne voulaient plus faire, et c'est pas entièrement faux, et puisqu'ils sont là, ils sont venus avec leur culture, il faut l'accepter. Et donc, c'est pour ça qu'il défend le plan des accommodements raisonnables. Il est naïf parce qu'il croit que ça va bien se passer, et puis il est cynique parce qu'il défend aussi un peu ses intérêts de haut fonctionnaire. Le pas de vague, c'est aussi sa carrière. Oui, mais le pas de vague, c'est un peu dans toute la fonction publique, hein, pas seulement dans l'éducation nationale. Oui, bien sûr, ça a été d'ailleurs très bien décrit par un livre il y a quelques années qui s'appelait Une France soumise de Georges Bensoussan, qui donnait des témoignages, souvent anonymes d'ailleurs, puisqu'il y a du déni et de l'autocensure, d'enseignants, de médecins, de profs, de flics qui racontaient des situations très difficiles. Ça réagit au 0826 300 300. On file tout de suite au standard, et notamment à Ivry, où Yamina souhaitait réagir au propos d'Alexandre. Bonjour Yamina. Bonjour Yamina. Ah, Yamina ? Eh oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, on a eu un grand bip dans le casque qui nous a fait limite sursauter. On vous écoute Yamina, bienvenue sur Sud Radio. Ah, là, on a un souci. Yamina ? Ah, il y a beaucoup de bip. C'est bon Lucille ? C'est la réalisatrice. Allô Yamina ? Oui, vous m'entendez là ? Parfaitement. Bon, ne bougez plus. Bon, très bien, très bien. Bah oui, je voulais, merci de me prendre à l'antenne et puis merci pour vos émissions super intéressantes et de donner la parole à tout le monde. Merci. Ce qui est quand même rare avec un politiquement correct qui règne sur toutes les autres chaînes. En l'occurrence, voilà, je voulais intervenir par rapport aux propos de votre invité, que je remercie d'ailleurs. Yves Bourdillon. Yves Bourdillon, que je salue. Et d'Alexandre aussi, qui a, dans le témoignage, est très intéressant, puisque moi aussi je suis de culture musulmane, je ne le suis plus, bien évidemment. Et pour des raisons que Yves Bourdillon a dit en partie, mais je voulais apporter des précisions. Enfin, peut-être qu'il est possible de faire avec l'islam comme avec la religion juive, donc émanciper les individus musulmans et pas. Mais ce qui est difficile dans l'islam, c'est que l'islam ne se réduit pas à sa dimension spirituelle. L'islam, c'est une loi. Et tous les musulmans sont soumis à la respecter. L'apostasie est condamnée dans beaucoup de pays musulmans. L'apostasie est condamnée d'ailleurs dans les textes, les hadiths, les références, en tout cas les textes de référence de l'islam, donc le Coran et les hadiths. Et la notion aussi que peut-être Yves Bourdillon pourra alimenter le débat là-dessus, sur la notion d'abrogé et d'abrogeant. Effectivement, la période de la Mecque était appelée plus ou moins à une forme de fraternité ou en tout cas de paix. Mais à l'époque, il faut aussi contextualiser. À l'époque, le prophète n'avait pratiquement personne derrière lui ou très peu. Ah, Yamina. Yamina. Ah, on va rappeler Yamina de suite. Vous pouvez réagir déjà à la première partie de ce que disait Yamina, qui est très intéressante, notamment sur l'interprétation. On en a parlé, mais brièvement tout à l'heure, entre la Mecque et Médine. Parce que vous me reprenez si je dis une bêtise, vous connaissez probablement mieux l'islam que moi. La Mecque, c'est avant Médine, c'est bien ça. Oui. Et à Médine, c'est par la conquête. Et là, c'est là où ça devient vraiment radical. Oui, c'est-à-dire que comme il y a eu des batailles, c'était un chef de guerre, en plus d'être un chef politique. Et c'est ce qu'elle a dit qui est très intéressant, c'est que c'est pas uniquement une foi, c'est aussi une constitution personnelle, donc
avec derrière une des conceptions juridiques, politiques. Donc Mahomet, effectivement, a dû se réfugier à Médine, et là, son discours s'est durci, puisqu'il était en but à des hostilités et à des batailles. Et donc les révélations de l'époque de Médine sont beaucoup plus intolérantes que les premières révélations qui étaient plus libérales. Donc quand vous lisez le Coran, vous pouvez prendre des sourates libérales, et puis il y en a d'autres qui ont l'air de les contredire. Alors la difficulté, c'est que comme la parole révélée de Dieu ne peut pas être riche de contradictions, comment vous faites ? Et c'est là où rentre en ligne de compte l'abrogation, c'est-à-dire que certaines sourates sont considérées comme moins valables que d'autres. Alors pour un esprit cartésien, c'est un peu compliqué, mais en fait, on peut s'en sortir en disant que c'est un peu comme dans une démarche scientifique, où vous avez un schéma très grossier, et puis ensuite, quand on rentre dans le détail, d'autres sourates vont affiner cette vérité. On est en train de rechercher, Yamina, je vais vous faire réagir sur le dernier de vos héros. Il y a aussi Hélène. Hélène, elle est revenue de ses idéaux. Oui, alors c'est-à-dire que c'est la femme de Serge qui, lui, étant dans l'accommodement... Oui, lui, c'est le haut fonctionnaire accommodant. Il lui a imposé, donc, de vivre en étant totalement multiculturel. Et elle en a un peu marre parce que... Alors, sa fille va s'entraîner à se prosterner sur un tapis de prière pour s'imbiber de la culture de l'autre. Sauf que dans sa classe, on n'oblige pas non plus les petits musulmans à faire le signe de croix. Donc, il y a un 2 poids 2 mesures. On l'oblige à écouter France Inter. Elle en peut plus. Et donc, elle écoute d'autres radios. Sud Radio, c'est une bonne idée. Oui, voilà, elle écoute Sud Radio. Je suis pas du tout neutre en affirmant ça. On va vous accuser de prosélytisme. Voilà, on va m'accuser de prosélytisme. Mais c'est pas du prosélytisme religieux, là. Son mari lit Télérama, elle lit Valeurs Actuelles. Ah oui. Voilà, donc elle est en rupture parce que la naïveté de son mari, qui l'oblige à aller faire ses courses dans un supermarché où les caissières refusent de passer l'alcool et l'alcool à la caisse comme certaines caissières. Ce qui existe déjà en Angleterre, voilà, dans des villes comme Birmingham, voilà, par exemple. Donc, elle est totalement... Elle a évolué, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup cru au multiculturalisme, suivant la doxa depuis des décennies, et puis finalement, en pratique, elle en a vu les effets, et ça rappelle un livre que j'ai lu qui s'appelle Rue Jean-Pierre Trimbaud, d'une consoeur qui a raconté comment elle a vu évoluer un quartier de Paris et où ça ne devient avec une mosquée salafiste notamment, voilà. Ça, celle de la rue Jean-Pierre Trimbaud, oui. C'est vers Rambuteau à Paris. Oui, et que quand elle entrait dans la boulangerie, on la servait après les hommes. D'accord, effectivement. On a retrouvé Yamina d'Ivry. Yamina, vous avez pu entendre, on a un problème de téléphone avec vous, oui, ce que disait Yves Bourdillon. Alors, continuez votre propos, allez-y. Oui, je disais la notion, effectivement, la notion qui est apparue, à partir de Médine en tout cas, donc, où les versets abrogeants, en l'occurrence des versets de la Mecque, posent problème, un réel problème, puisqu'effectivement, l'islam comme spiritualité, personne ne peut, j'ai pas de jugement, j'ai pas de jugement à porter là-dessus, faire la prière, prier Dieu, faire le ramadan, aller à la Mecque éventuellement, ça, c'est surtout la loi musulmane qui cause problème et qui aura beaucoup de mal à s'intégrer dans la société française et plus généralement dans les sociétés occidentales où la liberté individuelle a une grande place, puisque l'individu, le musulman individu ne peut pas s'émanciper de lui-même dans l'islam. Il fait partie d'un groupe, il fait partie de l'Oumma, et son émancipation comme individu, et je dirais presque, elle est presque interdite au risque de sa vie, puisqu'on a vu, il y a eu des exemples divers, des condamnations à mort en Arabie Saoudite, en Iran, des lapidations, etc., etc. C'est l'application de la loi musulmane et rien. Ce qu'on appelle la charia. Ce qu'on appelle la charia, bien évidemment, même si elle est appliquée d'une manière plus ou moins forte dans les pays musulmans. À titre d'exemple, moi, je suis d'origine algérienne. Dernièrement, il y a eu 2 condamnations pour atteinte à l'islam, pas à mort, mais en Algérie, mais tout de même de 10 ans de peine de prison assez importante, et puis de 10 ans de prison parce que pour atteinte à l'islam et au prophète, pour faire de l'apologie de l'apostasie, pour faire l'apologie de l'athéisme pour une autre personne qui a été récemment condamnée en Algérie. Donc effectivement, s'il y a de la volonté politique, s'il n'y a pas de lâcheté, s'il n'y a pas de la soumission d'une
certaine manière des politiques français, mais des politiques occidentaux plus généralement, peut-être qu'on réussira à intégrer l'islam autant que spiritualité, comme on l'a fait, comme Napoléon l'a fait avec la religion juive, en émancipant les juifs justement de leur religion qui était ici en Île-Loire, hein, donc les juifs étaient aussi soumis d'une certaine manière à leur religion. Je ne vois très sincèrement avec le manque de volonté, le manque de courage politique des politiques français, mais au-delà d'ailleurs, je ne vois vraiment pas cela arriver. Ça veut dire intégrer l'islam que comme spiritualité dans le creuset républicain, dans le creuset France. Et en deuxième problème, c'est que il s'agit pas, c'est que en l'occurrence en termes de nombre aujourd'hui, l'émancipation des musulmans comme individus a peut-être marché au tout début, au début de l'immigration, puisqu'il s'agissait de peu d'immigrés qui arrivaient, d'immigrés musulmans qui arrivaient, donc ils s'intégraient facilement parce qu'ils adaptaient tout simplement le mode de vie des Français. Aujourd'hui, des quartiers entiers sont soumis à la religion musulmane, tout simplement à l'islam, avec tout ce que ça comporte comme soumission à la loi, comme soumission à Dieu, comme soumission à l'Oumma. Et ça, c'est extrêmement important à prendre en compte. L'islam a cette particularité, mais le judaïsme aussi l'avait. Yamina, attendez, on va faire réagir Yves Bourdillon. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que finalement, l'intégration, elle se passait bien au départ. Oui, bien sûr, et elle continue de se passer bien pour un grand nombre de gens, pour la majorité. C'est une certitude. Il ne faut pas avoir le déni d'imaginer que la minorité chez qui ça se passe mal n'existe pas. C'est évident. Voilà. Donc quand Madame disait que par manque de courage politique, effectivement, il y a eu un manque de courage des institutions et peut-être de la classe politique pendant très longtemps pour imaginer que ce problème n'existait pas. Mais en même temps, il y a quand même quelque chose où je ne suis pas trop d'accord avec elle. C'est quand elle dit l'émancipation n'est pas possible. Si, bien sûr. D'ailleurs, elle en est un peu l'exemple. Les gens peuvent s'émanciper sans renoncer à leur foi. Moi, à titre personnel, je joue au foot en salle avec des amis arabes qui sont pratiquants, et quand je discute avec eux, je ne sens absolument pas de différence sur notre approche de la société. Donc, on peut très bien garder sa foi et s'émanciper de ce qu'elle appelle la Oumma, qui impose effectivement des règles à l'ensemble des pratiquants. D'ailleurs, l'intervenant précédent disait que sa femme... Oui, Alexandre disait que sa femme avait exigé, enfin, qu'il était obligé de se convertir pour pouvoir l'épouser. Mais le droit est là pour le protéger, c'est-à-dire qu'il aurait pu l'épouser en France, passant en force. Alors évidemment, du coup, sa belle famille aurait peut-être pas trop apprécié, mais le droit est là. Et à mon avis, la convention signée entre la France et le Maroc qui impose ça se casse au tribunal administratif. C'est ça la question. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer, comme l'avait fait Napoléon en disant aux Juifs en 1808, voilà, est-ce que vous êtes d'accord pour ceci, cela? Dire, écoutez, voilà, vous séparez le spirituel du temporel, et c'est ça l'islam de France. Oui, ce serait peut-être une bonne base, et notamment... Mais est-ce que le problème, et là je vais citer Yamina, c'est pas la lâcheté de certains politiques, je n'irai pas jusqu'à dire le clientélisme pour certains, qui pose problème depuis des années? On peut le dire, oui, il y a dans certaines municipalités une mosquée et une réélection, c'est-à-dire qu'on achète la paix sociale, ou du moins la réélection, en étant assez dans la connivence avec certaines associations. C'est un secret de polichinelle. Alors maintenant, pour ce qui est des bases de l'islam de France, on peut dire sur l'apostasie, qui d'ailleurs, je crois, il y avait une allusion au fait que l'apostasie était un droit qui avait été retiré il y a quelques années de la précédente convention. Donc là, il faut avoir un peu de courage sur mettre que l'apostasie est un droit en France, c'est une folie. C'est comme rétablir le droit au blasphème, c'est quelque chose de complètement fou. Oui. Ah ben, le blasphème a été abrogé en France, je crois, en 1791, et aujourd'hui, il y a des gens qui vous disent que le blasphème devrait être interdit. Donc ça aussi, il faut être ferme sur ces principes-là. On se fait une petite pause, mon cher Augustin? Absolument, on reviendra avec nos auditeurs au 0826 300 300 et avec notre invité Yves Bourdillon, auteur de ce roman Jamais de guerre civile le mardi. Vous pouvez le retrouver sur Internet. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. Philippe David.
Vous êtes bien sur Sud Radio avec Philippe David et son invité Yves Bourdillon, auteur de ce roman d'anticipation Jamais de guerre civile le mardi. Mais nous sommes aussi avec Yamina qui nous appelle d'Ivry. Bonjour Yamina. Yamina qui voulait absolument ajouter quelque chose. On vous écoute Yamina. Oui. Je voulais juste, par rapport à ce que disait Yves Bourdillon à la fin, effectivement, moi je nie pas que les individus peuvent s'émanciper d'eux-mêmes de l'Oumma ou de l'islam, en l'occurrence. J'en connais beaucoup, mais parce que l'environnement occidental dans lequel nous sommes aujourd'hui, en tout cas y compris moi, qui est devenu athée, j'aurais jamais pu en Algérie afficher mon athéisme avec autant d'assurance et d'aisance, sans avoir peur des représailles en l'occurrence. Est-ce que vous diriez, Yamina, pour ça que la France vous a émancipé ? Mais bien sûr, mais tout, je vais vous dire, j'irai beaucoup plus, j'irai au-delà, je dirais que la civilisation occidentale a émancipé beaucoup de musulmans, justement de l'emprise de la religion musulmane sur eux, parce qu'elle est faite ainsi, la religion musulmane, et on peut pas le nier. Enfin, moi, j'ai vécu dans un pays musulman, et je sais que l'islam a régi ma vie depuis bien avant ma naissance, d'ailleurs, je dirais, et heureusement que je me suis émancipée de ça, sinon ça aurait été jusqu'à ma mort. Ça aurait été jusqu'à ma mort. Et c'est tout le problème. Et c'est tout le problème avec cette religion. Il ne s'agit pas que des spiritualités. Les gens, effectivement, comme vous disiez, les gens peuvent tout à fait être pratiquants, faire le ramadan, mais ça pose pas de problème, aller à la mosquée, faire la prière et se sentir très bien dans une société occidentale avec ses valeurs, avec son mode de vie, etc. Donc ça, c'est pas un problème. Bien évidemment, heureusement que des individus ont réussi justement à s'émanciper d'eux-mêmes grâce à l'apport de la civilisation occidentale, mais on voit aujourd'hui, moi je pointe du doigt le danger d'aujourd'hui parce qu'il y a un retour réel vers un islam fondamentaliste, vers l'islam des origines tout simplement, hein. Il faut pas le nier, il faut pas se voiler la face, vers l'islam des origines partout d'ailleurs, hein, partout, quand on voit ce qu'était l'Algérie avant, ce qu'était l'Iran avant, ce qu'était l'Afghanistan avant. Oui, les femmes étaient en jupe à Téhéran, à Kaboul, et je vois une vidéo de Nasser disant en riant à l'époque, on voilait les femmes en Égypte et tout le monde éclate de rire dans la salle. On se rappelle également Bourguiba, à l'époque de Bourguiba en Tunisie, je crois que l'indépendance de la Tunisie c'est 1956, les femmes étaient émancipées. Justement, Yves Bourdillon, oui Yamina ? Mais je fais réagir Yves Bourdillon et je vous redonne la parole. Yves Bourdillon, est-ce que quelque part, on n'a pas vécu un grand retour en arrière à ce niveau-là ? Parce que, rappelez-vous, Kaboul, on est passé de la jupe à la burqa. C'est quand même terrible. Et quand on voit les printemps arabes, lorsque les gens ont voté, ils ont voté pour Ennahda en Tunisie, qui après a perdu les élections, ou ils ont voté pour les islamistes en Égypte, qui ont été renversés, faut quand même le dire, par un coup d'État militaire. Absolument, oui, c'est un coup d'État militaire, oui. Oui, les gouvernements occidentaux ne le disent pas parce que sinon ça les obligerait à couper les ponts, mais c'est effectivement ce qui s'est passé. Surtout que le coup d'État était a priori organisé depuis les États-Unis. Plus ou moins. Mais en tout cas, on a vécu une date clé qui est 1979, qui est l'arrivée au pouvoir en Iran des islamistes de Khomeini, et puis aussi l'intervention soviétique en Afghanistan qui a été à l'origine, après tout un tas d'étapes, des talibans et de Al-Qaïda qui a trouvé refuge. Donc 79, c'est le moment où l'islam politique moderne démarre, on peut dire, et se lance dans des projets de conquête mondiale que l'on voit aujourd'hui, puisque Yamina a évoqué effectivement tout un aspect culturel, on va dire, mais il y a aussi un projet militaire, les djihadistes, c'est-à-dire que Al-Qaïda est porteur d'un projet, même s'il a été à peu près détruit, mais en tout cas, il y a des théoriciens de la conquête mondiale de l'islam, notamment un certain Abu Moussa al-Souri, qui a écrit un livre qui explique très bien comment essayer de détruire la société occidentale, l'Europe, qui est considérée comme le ventre mou de l'Occident, d'ailleurs l'Occident en tant que système, et en victimisant les immigrés, en provoquant des attentats, la stratégie des 1000 entailles qui tous les jours doit harceler les forces de l'ordre en faisant des attentats dans les lieux de culte, dans les stades, dans les magasins. Et donc c'est une stratégie qui existe. Yamina, vous aviez un dernier mot à dire rapidement ? Oui, effectivement, il y a cet aspect du
du djihad armé, effectivement mené par Al-Qaïda, mais il faut pas oublier, moi je pense très sincèrement que c'est beaucoup plus dangereux que le djihad armé, parce que le djihad armé, au moins, on connaît nos ennemis sont identifiés, ils prennent les armes contre une civilisation tout simplement, et je dis c'est juste un retour à l'islam des origines et rien d'autre. Il faut lire la vie du prophète pour le comprendre, hein. Enfin, je vous invite justement à faire des émissions sur ça, parce que je pense qu'il y a une méconnaissance réelle quand on parle justement en France de l'islam, et puisqu'on confond tout, nous on essaye justement de ne pas, au nom politiquement correct, de pas d'amalgame, etc. Moi je n'amalgame absolument pas musulman et islam, mes parents l'étaient, faisaient la prière, il n'y avait aucun problème, mais tout de même l'islam est porteur quand même d'un aspect djihad armé, mais à la limite au moins les ennemis sont connus, ils prennent des armes. Le plus dangereux c'est justement la secte des frères musulmans qui eux ils mènent un djihad politique en France, et on le voit, et en plus avec la lâcheté de nos politiques, très sincèrement on n'est pas sorti. Après il y a eu quelques réponses ces derniers temps. Il y a eu quelques réponses, oui, merci Yamina. Justement, on va terminer avec le livre d'Yves Bourdillon. Merci beaucoup Yamina d'Ivry pour votre très très intéressant témoignage. Justement, quand on voit par exemple le prédicateur Sofiane Benkiran, quelque part c'est un peu un frère musulman, c'est ça ? Absolument, oui. Les Frères musulmans est une confrérie qui est créée en 1928 et qui a pour but de dominer le monde entier. Je crois que c'est Al-Karaoui qui était un de ses leaders qui disait « La nature de l'islam est de dominer et nous vous dominerons avec nos lois, avec vos lois démocratiques et avec nos lois coraniques. » Alors justement, dans votre livre, il y a aussi tous ceux qui sont dans le déni de réalité. Quelque part. Notamment le personnage de Scarlett dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi le haut fonctionnaire Serge. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train peut-être d'évoluer, mais pendant très longtemps, si vous disiez qu'il y avait un problème là-dessus, on vous traiterait de facho déjà. Donc c'était tout le déni véhiculé par l'intelligentsia progressiste. Alors justement, dans cette France de 2025, il y a les progressistes, les identitaires, les communautaristes et les gens ordinaires perdus au milieu. Les gens ordinaires, ils terminent comment ? Je ne vais pas dévoiler la fin du livre, mais il y a quand même une montée dans la tension. Donc, non, mais il faut quand même nous titiller les papilles, pour utiliser une expression qui va bien à 13h54. Ils choisissent un peu leur camp, ils évoluent. Donc, soit ils restent dans le déni, c'est-à-dire le pas de vague évoqué tout à l'heure, et comme dirait un des personnages, à force de ne pas vouloir prendre de vague, on s'est pris un tsunami. Soit ils comprennent que leur mode de vie est en jeu, que le mode de vie occidental est menacé. Mais est-ce que quelque part, il y a plusieurs morales dans votre livre, dans votre roman, mais est-ce que quelque part une des principales morales, c'est que la réalité n'éclate pas au visage de tout le monde un jour ou l'autre? Oui, on pourrait prendre ça, oui. Espérons que simplement qu'elle éclate d'une manière pas trop sanglante. Et vous avez peur que comme c'est un roman d'anticipation... Non, la peur est mauvaise conseillère. Je n'ai pas peur. En même temps, c'est un scénario possible. La probabilité, heureusement, est pas très élevée, mais plus on détournera le regard, plus elle augmentera. Donc je voudrais pas faire de prophétie auto-réalisatrice, mais la possibilité d'un conflit ethno-religieux dans notre pays n'est plus nulle. On m'aurait dit cela il y a 10 ans, j'aurais dit que c'était n'importe quoi. Maintenant, ça existe. Je dirais qu'il y a 10% de chance, mais c'est 10% qu'il faut regarder en face. Et quelle est la solution? Ce serait d'avoir un homme ou une femme fort ou forte à la tête du pays? Je ne crois jamais aux hommes providentiels et pourtant la France aime bien ça. On a parlé de Napoléon, on a connu De Gaulle. Moi, sous Napoléon, j'aurais peut-être pas été très à l'aise. Donc non, je suis libéral. Donc je crois pas aux hommes providentiels. Vous êtes journaliste aux Échos. Vous croyez pas à l'homme providentiel? Non, mais par contre, il faut bien des dirigeants. Mais il y a aussi une prise de conscience collective, c'est-à-dire que le dirigeant peut être porteur d'un projet quand nous tous, on a compris quelque chose. Et vous pensez que les Français ont compris quelque chose? J'espère qu'ils sont en train. Vous avez une question, Augustin? Absolument pas, non, je vous laisse continuer. Non, mais alors c'était vraiment, il nous reste une minute. Justement, quand je lis votre livre, je me dis qu'il y a quand même une chose terrible, c'est que quand on le lit, on revit les 40 dernières années quelque part. Quand on lit les personnages, ceux qui ont évolué avec le temps, je pense en particulier à Hélène. Oui, c'est un time trip, pas un road trip, mais quelque part, ceux qui reviennent sur leurs idéaux. C'était important pour moi, puisque c'est une trilogie, d'avoir fait une évolution des personnages dans les 3 romans, et aussi à l'intérieur de celui-là, de montrer leur évolution personnelle vis-à-vis d'idéaux qu'ils ont pu avoir, qui étaient une certaine naïveté sur le fait que tout immigré était une chance pour la France, alors que c'est plus compliqué que ça. Certains immigrés sont une chance, d'autres non. Ce n'est pas parce que quelqu'un traverse une frontière que brusquement il devient meilleur citoyen
citoyen au meilleur entrepreneur ou travailleur qu'un autre. Donc ce sont aussi des éléments de langage que je voulais attaquer. Il y a un élément de langage qui dit jamais 203. Le troisième, c'est Jamais de guerre civile le mardi, publié chez Millingham. Il y aura un 4e opus? Je ne sais pas, je ne l'ai pas en tête, mais pourquoi pas, ça dépend si les dieux du marché lui prêtent vis, d'ailleurs. Voilà. Les dieux du marché, on leur dira peut-être amène ta commande de Jamais de guerre civile le mardi, le roman d'Yves Bourdillon, journaliste aux Échos, c'est publié aux éditions Millingham. Merci beaucoup Yves Bourdillon. Merci beaucoup Yves Bourdillon. Donc on a rappelé le titre du livre, vous pouvez également revoir cette émission en Facebook Live, la réécouter en podcast sur sudradio.fr. Merci à vous. Merci Philippe David, et puis on se retrouve demain. Et puis tout de suite, Brigitte Lahaie parle de l'égoïsme partagé, le secret des couples heureux. À tout de suite.